parlerons de signature d'accords de sortie de crise, de musique, mais également de catastrophes naturelles dans ce premier numéro de la semaine. L'OTRAF et l'UCRB ont enterré ce matin la hache de guerre. Bienvenue fidèles téléspectateurs à cette édition. Ce lundi matin, dans les locaux de la primature, l'organisation syndicale des transporteurs routiers du Burkina Faso et l'Union des chauffeurs routiers du Burkina ont définitivement enterré la hache de guerre à travers la signature d'un procès verbal de conciliation en présence du Premier ministre Paul Kabatiba. Plus de détails avec Yannicka Kaboré et Fabienne Sawadogo. Après quelques semaines de mésentente entre syndicats transporteurs routiers du Burkina qui avaient conduit à la suspension de leur structure par le gouvernement burkinabé, les organisations syndicales des transporteurs routiers, OTRAF et UCRB ont signé ce matin un procès verbal de conciliation, mettant ainsi fin à la crise. Les organisations syndicales ci-dessous dénommées OTRAF, Organisation des transporteurs routiers du Faso, UCRB, Union des chauffeurs routiers du Burkina, représentés par leur président, El Hadj Issoufou Maïga pour l'OTRAF, Brahima Rabo pour l'UCRB, ont signé le présent procès verbal de conciliation sous l'égide du président du Haut Conseil de dialogue social, le professeur Bamba Jean-Marc Pal. Satisfait de leur prise de conscience, le Premier ministre burkinabé Paul Kabatiba félicite les deux structures pour avoir trouvé des compromis et aussi pour leur sens de patriotisme à d'abord privilégier l'intérêt national avant celui du particulier. Ainsi, le chef du gouvernement burkinabé dit prendre des mesures adéquates à ce que les engagements pris soient tenus et respectés. Je voudrais également féliciter les deux partis, à savoir l'OTRAF d'un côté, mais également l'UCRB de l'autre côté, pour les compromis qui ont été obtenus et pour également le sens patriotique dont ils ont fait preuve en mettant l'intérêt national devant donc des questions particulières pour en tout cas parvenir donc à la paix sociale dans ce secteur vital pour notre économie nationale, puisqu'il s'agit donc de l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en denrées de première nécessité, en hydrocarbures, etc. Et pour préserver l'ordre public et assurer l'approvisionnement régulier du pays, le gouvernement avait pris la décision de suspendre les deux organisations et compte tenu maintenant des évolutions positives que nous venons de constater ce matin, je prendrai toutes les dispositions au niveau du gouvernement en rapport avec le président de Faso. Je vais donner donc des instructions de manière à ce que les ministres en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation puissent procéder donc à la levée de la mesure de suspension des deux organisations, ce qui les permettra à nouveau d'exercer les prérogatives dans le transport et l'organisation du fret sur les différents corridors routiers. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina UCRB dit être satisfaite de cet accord signé et des mesures qui seront prises par le gouvernement afin d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. Nous sommes très contents que le gouvernement ait pensé sur notre problème, lever la suspension pour quand même nous permettre de repartir sur le terrain et essayer de défendre nos camarades routiers qui sont sur le corridor et qui souffrent. L'accord, nous sommes les premiers à être satisfaits à partir du moment où ce sont des mesures d'accompagnement. Où nous allons essayer de reparler encore sur le salaire des chauffeurs routiers, nous allons encore reparler sur la déclaration des chauffeurs au niveau de la caisse et aussi essayer le gouvernement aussi a pris des mesures pour mettre en place aussi le point de chargement au niveau des trois ports, celui du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'en mettant ce point de chargement-là, ça va beaucoup alléger les chauffeurs routiers qui souffrent. D'un commun accord, les membres de ces deux organisations, à savoir l'OTRAF et l'UCRB, s'engagent à s'atteler pour la bonne marche de ces résolutions et profitent de l'occasion pour présenter ses excuses à toute la population burkinabé pour les dommages causés lors de cette crise. Un mot de musique dans cette édition. L'artiste musicienne Anna Sempore a organisé hier dimanche la 4e édition de la compétition musicale dénommée Futur Chantre.
C'est un cadre d'expression musicale pour les enfants de 7 à 14 ans. Placé sous le parrainage du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Stanislas Sawaro, cette édition a eu pour thème « Oui à la scolarisation des filles ». Le reportage est signé Moïse Kinda. Elles étaient 8 au départ à l'étape de la demi-finale du prix Futur Chantre édition 2018, à l'issue de laquelle 4 sont passées pour la finale. Une compétition qui impose chaque candidate à présenter un poème de sensibilisation sur le thème de l'année, oui à la scolarisation des filles, et l'interprétation d'un titre de la promotrice Anna Sempori. À l'issue des prestations, Yasmine Doriane Compaoré a été déclarée lauréate du Futur Chantre édition 2018. Elle reçoit une enveloppe, un kit scolaire et un vélo à l'occasion. Oui, je suis contente. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tonton et à tante? Je les remercie. Il m'a aidé, j'ai eu ce que je voulais. D'accord. Ce que tu voulais, c'était quoi? Le vélo et ce qu'on a mis ici là. Qu'est-ce que tu promets à tonton et à tante? Tu promets de bien travailler? Je le promets que je vais bien travailler tous les jours à l'école. Elle reçoit une enveloppe, un kit scolaire et un vélo. À l'occasion, des pasteurs ont prié pour la paix et la stabilité du Burkina Faso et une année scolaire réussie pour les élèves et étudiants. Cet événement qui nous réunit ce soir est à sa 4e édition et est dénommé Futur Chantre. Futur Chantre est un cadre d'expression des jeunes de 7 à 14 ans. C'est une école de formation à louer Dieu par les chants. C'est également un cadre de sensibilisation sur les mots qui minent notre société. Une initiative saluée à sa juste valeur par la représentante du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est une initiative qui est saluée à sa juste valeur parce qu'elle parle, le thème donc c'est oui à la scolarisation des filles. Donc c'est un thème vraiment qui fait partie des préoccupations du MENA. Et c'est ainsi que les premières autorités nous ont délégué de venir apporter notre soutien par notre présence à cette activité culturelle, une activité de sensibilisation sur l'éducation des filles. Donc, nous apprécions cela à sa juste valeur parce que pour l'éducation des filles, pour la scolarisation des filles, chacun de nous doit mettre sa main dans la pâte parce que la tâche est énorme. Futur Chantre édition 2018 a eu l'accompagnement de ESIM et CFPM International. Alors vraiment, je suis très honoré ce soir de parrainer cette activité. Alors, comme le thème le dit, alors oui à l'éducation des filles. Étant dans le domaine de l'éducation depuis plusieurs années, alors je me suis senti vraiment intéressé, alors au regard évidemment de ce thème très intéressant et aussi de ce que l'artiste Anna Sempori depuis vraiment son jeune âge fait pour la jeune fille du Burkina Faso.
Donc je me suis dit, ben voilà, il faut évidemment mettre en place tout le dispositif nécessaire pour l'accompagner. Et c'est pour cela que nous avons accepté et parrainé évidemment cette activité. Rendez-vous est pris pour la 5e édition en 2019. L'actualité hors de chez nous, après le passage du typhon Mangkhut, la ville de Hong Kong reprend vie peu à peu. En rappel, c'est une tempête venue de la Philippine, d'où d'ailleurs elle a fait plusieurs victimes. Ce lundi matin, l'heure est au grand nettoyage dans les rues d'Hong Kong. Il faut évacuer les centaines d'arbres arrachés par la tempête. Même si les écoles restent pour l'instant fermées, les transports publics rouvrent progressivement et la vie reprend. Les vents qui se dirigent vers l'ouest s'enfoncent désormais dans les terres et continuent de perdre en intensité. D'ici mardi, Mangkhut devrait se voir rétrograder en dépression tropicale avant de s'éteindre lentement. Mangkhut, que la presse locale a surnommé la reine des tempêtes, a fait d'importants dégâts dans l'ancienne colonie britannique. Au moins 300 personnes ont été blessées et les hauts bâtiments que compte la ville ont parfois été endommagés. Dans la région du Guangdong, en Chine continentale, 2 personnes sont mortes en lien avec la tempête. Aux Philippines, le bilan du passage du typhon s'alourdit. 65 personnes ont perdu la vie, notamment dans des glissements de terrain. 43 autres sont toujours portés disparus et 155 000 demeurent dans des centres d'évacuation. À un mois des moissons, des milliers d'hectares de cultures ont été inondés. Les pertes risquent d'être très lourdes. Chaque année, une vingtaine de typhons s'abattent sur l'archipel. Toujours catastrophe naturelle aux États-Unis, l'ouragan Florence s'éloigne également peu à peu de la Californie du Nord. Néanmoins, les inondations restent encore à craindre. Les inondations vont encore durer plusieurs jours en Caroline du Nord. De l'aveu même des autorités, les pompiers et les sauveteurs ont encore beaucoup de travail pour que les effets de l'ouragan Florence, rétrogradé en dépression tropicale, soient moins durs pour la population. Des milliers d'habitations ont été endommagées, 700 000 sont toujours sans électricité et 1 millier de personnes ont dû être secourues. C'est la pire tempête que j'ai jamais vue, dit cette femme. Les inondations, les arbres, et je n'imagine même pas si elles n'avaient pas été rétrogradées. Florence a causé la mort de 17 personnes et a battu un record de précipitations avec 84 cm d'eau tombée en un week-end. La tempête se déplace maintenant lentement vers l'ouest de la Caroline du Nord avec des vents à moins de 50 km/h désormais, mais avec des pluies qui restent importantes et de forts risques d'inondation. Toute autre chose à présent, il a été arrêté vendredi dernier lors d'une manifestation contre la démolition d'un village en Cisjordanie. Jugé dimanche soir, le professeur de droit franco-américain Franco Romano ne sera plus expulsé d'Israël. Frank Romano ne sera finalement pas expulsé d'Israël. Après être passé en comparution devant un juge dimanche soir, le professeur de droit franco-américain a été relâché et pourra quitter le pays normalement et par ses propres moyens. Frank Romano a été arrêté vendredi lors d'une manifestation contre la démolition d'un village de Bédouins en Cisjordanie. Accusé d'entrave à l'action de l'armée israélienne, il aurait dû être expulsé immédiatement vers la France, mais le tribunal israélien a révoqué son ordre d'expulsion. Vendredi, des échauffourées ont impliqué une trentaine de Palestiniens et la police israélienne aux abords du village de Khan al-Ahmar. Les manifestants voulaient empêcher le début du démantèlement de ce village, démantèlement que la Cour suprême israélienne a finalement autorisé le 5 septembre dernier. L'emplacement de Khan al-Ahmar est stratégique car l'expulsion des familles de ce village devrait permettre à l'État hébreu de laisser construire une nouvelle bande de colonies et ainsi couper en deux la Cisjordanie. Un fait insolite avant de refermer cette édition au Yémen, dans le village de Maha. Sur 200 habitants, 70 personnes sont malvoyantes. Âmes sensibles, abstenez-vous. Cet habitant du village de Mahat au centre du Yémen est complètement aveugle. Ici, sur 200 villageois, 70 personnes sont malvoyantes.
La famille de Saleh Neymas n'échappe pas à la règle. 6 de ses frères et sœurs sont aveugles. Le village compte un nombre de personnes malvoyantes bien plus élevé que la moyenne, une situation due à une mutation génétique selon les médecins locaux. Elle serait le résultat de mariages consanguins organisés depuis des générations. En plus de la maladie, ces habitants doivent affronter une pauvreté extrême aggravée par la guerre civile qui déchire le pays depuis 2014. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir chez vous.